Bonjour à tous, c'est Paraculte, le podcast de pop culture où on vous parle de ce qui nous a plu. Voilà, c'est assez simple, le concept il est très simple, il n'y a pas plus de contraintes que ça. Et aujourd'hui, je serai seul au micro parce que l'actualité étant ce qu'elle est en ce moment, voilà, pour tout vous dire, j'enregistre le 29 octobre, donc nous serons à nouveau en confinement demain, et mes acolytes ont vu leur programme un petit peu perturbé, et n'ont pas pu venir, donc voilà, alors le 29 octobre, c'est bientôt Halloween, hein, évidemment, donc on aurait voulu faire un épisode où on vous fait peur, enfin surtout vous recommander des films ou des jeux ou des séries, enfin en tout cas des choses de saison, des fruits de saison qui nous ont plu, donc qui nous ont fait peur, ou qu'on a trouvé remarquables. Bon, ça pourra pas se faire en l'état, hein, mais voilà, puisqu'à l'origine on devait venir chacun avec 2 ou 3 films ou œuvres, voilà, vous les pitcher, des films anciens ou récents, hein, des choses qui nous ont plu selon la tradition, sans beaucoup plus de contraintes que ça. Mais bon, je serai tout seul à ce micro, finalement. Et l'avantage d'être seul, c'est que je vais pouvoir me laisser aller, voilà. Et tricher comme un sagouin avec les règles que j'avais moi-même énoncées, pourquoi pas. Donc ne vous attendez pas à ce que je me contente de 2 synopsis. Parce que bon, en vrai, j'avais l'intention de recommander 3 films, hein, 3 films d'horizons différents, mais bien sûr, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Et de toute façon, j'étais persuadé de déraper à un moment ou à un autre, mais bon, commençons tout de suite. Et commençons doucement, d'ailleurs, avec un bon thriller horreur que j'ai bien apprécié dernièrement et qui est récent, c'est The Platform, donc sur Netflix, El Hoyo, je crois que ça s'appelle en version originale. Et à la base, ça se présente comme un film de science-fiction dystopique horrifique, hein, mais en réalité, ça se révèle très vite comme un thriller métaphorique, voire métaphysique en fait sur la fin. Alors le principe est assez original, c'est un jeune homme qui, pour payer ses études, se porte volontaire pour séjourner 6 mois dans ce qui ressemble à une prison, mais verticale. Alors les cellules sont doubles, donc il y a 2 détenus par étage, et un nombre inconnu d'étages, mais qui semble très 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 élevé. Alors donc Goreng se réveille avec Trimagazi, qui est lui un vétéran. Voilà, lui, là ils sont au niveau 48, et donc ils font connaissance, tout ça, donc le niveau 48, quand tu regardes en haut, tu vois qu'il y a beaucoup de niveaux, donc apparemment, mais quand tu regardes en bas, il y a l'air d'en avoir encore plus, donc c'est assez mystérieux. Et bon, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, finalement, bon, évidemment, ils discutent, etc., mais il se passe pas grand-chose, sauf à l'heure des repas, où un festin luxueux est préparé au sommet de cette espèce de tour immense, ou de colonnes comme ça, et ce festin est présenté tour à tour aux détenus, étage après étage. Alors bien sûr, au plus on descend, au moins il en reste, et il est puni de mort de garder de la nourriture. En fait, la température monte très 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 fort, et voilà, vous risquez de mourir si vous gardez ne serait-ce la moindre pomme. Et bon, l'étage 48, c'est pas le pire. Il reste un peu à manger, finalement ça se passe, hein, pas trop mal, Goreng et son nouveau pote sympathisent, voilà, ils apprennent le rythme de cet étrange endroit, et les détenus ont le droit d'ailleurs d'amener un objet personnel pour Goreng, c'est Don Quirote, et pour Trimagazi, c'est un long couteau, il me semble pas le moins du monde agressif, hein, sinon ce brave homme qui est un peu plus âgé. Mais bon, c'est un ancien lui, hein, il sait comment ça marche. Donc par exemple, il sait déjà que tous les mois, les détenus sont réaffectés à un étage aléatoire. Donc il a été plus bas, très bas, il a des histoires vraiment glaçantes sur ce qui se passe au niveau où la plateforme ne charrie plus rien, hein, plus que des ordures, des essais de vide. Et bon, Goreng, évidemment, aura bien le temps de le constater par lui-même, hein, au cours des 5 prochains changements, s'il survit jusque-là. Parce qu'évidemment, The Platform décrit une situation atroce, hein, dans laquelle les gens abandonnent pour la plupart toute humanité sous le poids du système, donc évidemment c'est une métaphore sociale, hein, et bon, c'est peut-être un poil trop appuyé, c'est vrai, et le final est peut-être un poil trop métaphysique, c'est toujours difficile, hein, de finir vraiment comme il faut, c'est des films à concept comme ça, un petit peu, on se souvient de Cube aussi par exemple, que moi j'avais bien aimé à l'époque, le premier, mais qui, bon voilà, on peut, à la fin c'est pas évident, quoi. On a un concept qui est efficace, original, et The Platform est un thriller qui est d'ailleurs bien comme il faut, efficace et original, et avec une bonne dose d'horreur, voilà, je peux la recommander parce que je pense que ça fonctionne bien, donc il y a un petit peu de tout, et je pense que c'est un bon divertissement de saison, si on veut. Alors c'est facile, hein, donc à retrouver sur Netflix, donc ça vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, si je devais vous continuer avec un autre film, mais si vous êtes plus dans l'épouvante traditionnelle, épouvante avec hantise, avec fantôme, et tout ça, je pourrais vous recommander The Mirror. Alors, ça s'appelle Oculus, en version originale. C'est un film sorti en vidéo en 2013, de Mike Flanagan, qui a aussi fait Hush,
Jessie et plus récemment Dr. Sleep. Hein. Donc c'est un film qui est avec Karen Gillan, Bretton Thwaites et Katie Sackhoff. Et bon, ça raconte l'histoire de Tim Russell, qui est un jeune garçon perturbé, ou d'une vingtaine d'années à peu près. Et il sort d'un institut psychiatrique. D'ailleurs, son père a tué sa mère et il a été accusé, lui, d'avoir tué ce dernier. Bon, ça c'est la version officielle. Mais sa sœur, Kylie, sait ce qui s'est vraiment passé. Et selon elle, le vieux manoir qu'ils avaient acheté... le vieux miroir, pardon. Oh là là, le vieux miroir qu'ils avaient acheté est hanté. Et c'est lui qui est responsable de la folie de son père, et elle veut le prouver. Bon, Tim était très jeune alors, hein, c'était il y a déjà 11 ans, et il a fini par admettre que rien de surnaturel n'est arrivé, et d'ailleurs c'est le plus crédible évidemment, hein, de l'extérieur, et c'est en admettant ça finalement qu'il a été jugé guéri. Alors quand sa sœur, qui est complètement obsessionnelle, se présente non seulement avec le dit miroir, parce qu'en fait elle travaille pour une société de vente aux enchères, elle a réussi à le récupérer, en tout cas moins temporairement, et elle se représente donc avec ce miroir et un plan méticuleux pour prouver, enregistrement audio, vidéo à l'appui, que ce miroir cache quelque chose, et ben il est pas super chaud parce qu'elle a l'air ma boule, tout simplement. Alors, évidemment que c'est quand même sa sœur, et puis elle est très persuasive, et donc ils vont quand même passer une nuit avec le miroir, dans une maison bardée de caméras et de mécanismes de défense pour détruire l'objet au cas où. Mais il va pas se laisser faire, cet objet justement, alors à moins que, comme 11 ans plus tôt, ils perdent juste tous la boule. En tout cas, le film se passe sur deux temporalités, c'est-à-dire le présent et 11 ans plus tôt. Et au présent, on a toujours le doute sur ce qu'on voit. Est-ce que c'est une hallucination ou pas? Qui est dingo? Qui est pas dingo? C'est pas évident. Et finalement, c'est un très bon thriller qui est bien réalisé, hein, avec une Karen Gillan qui est excellente. Oui, j'aime bien Karen Gillan. Voilà, je l'admets, mais je sais rester objectif. J'en suis sûr, je pense. Enfin, en tout cas, elle est très bien. Donc le film est assez connu, hein, en prime, c'est pas du tout un truc obscur, hein, il a été primé au Festival de Toronto. Il a aussi été distingué par le magazine Empire, hein, comme le meilleur film d'horreur 2015. Et globalement, il est assez facilement trouvable. Vous le pouvez trouver évidemment en DVD, il est tout louable sur Canal VOD et Orange, je crois. Après, voilà, c'est à vous de voir. C'est pas très récent, mais c'est pas non plus un film très très obscur. Bon, c'est vrai qu'en la matière, sur les films occidentaux, j'aurais pu vous en recommander plein d'autres, hein, qui sont plus ou moins connus, mais qui sont... voilà, par exemple, Morse, qui était très bien, Cabin in the Wood, qui est un de mes petits préférés aussi, qui commence à dater un petit peu, mais qui est vraiment excellent. Ou un peu plus récemment, l'excellent It Follows, qui est... que moi m'a beaucoup plu. Bon, je vais pas tous vous les pitcher, je pense que ce serait pas la peine non plus de faire... Bon, mais en tous les cas, il y en a beaucoup, évidemment, du côté occidental, mais il fallait bien, je pense aussi, parler du cinéma asiatique, puisque l'horreur y prend une place très importante. D'ailleurs, pour le Japon, la J-horror, hein, c'est un genre à part entière. Et bon, là aussi, il y a beaucoup de séries qui sont déjà très connues. Alors, si vous connaissez pas, il y a les grands classiques, comme les Ring, les Ju-On, qui ont eu des remakes, qui s'appellent The Grudge. Alors honnêtement, ces séries se sont un petit peu perdues en chemin, parce que clairement, les premiers films sont très bien, hein, le premier Ring, le premier Ju-On, le premier The Grudge. Alors, j'en parle comme ça, mais en fait, ce sont deux séries bien sûr différentes. Ring, c'est une série qui a 3 épisodes, je crois, les Ju-On, il y en a 6, il me semble. Je vous conseille que le premier, très très honnêtement. Par contre, le remake... Alors, ces films ont eu des remakes, d'ailleurs. Autant Ring que Ju-On ont eu des remakes donc américains, et qui sont pas mal. Alors, pour Ring, le remake avec Naomi Watts, moi je l'aime bien, en fait, même si on considère souvent que les remakes sont moins bons que les originaux. Pour le Ring avec Naomi Watts, moi je trouve ça pas mal, et en fait celui de The Grudge qui a été donc réalisé par le même réalisateur que Ju-On, donc que le film japonais original, finalement je trouve que le remake est au moins aussi bon que l'original. Donc c'est des choses qui peuvent être revues, comme les dark classiques comme Darkwater par exemple, ou Audition. Donc c'est des films qui sont assez longs, qui travaillent énormément l'atmosphère, qui sont donc soit basés sur des fantômes vengeurs, hein, pour Darkwater, Ju-On ou Ring, donc les Onryo, comme on les appelle au Japon, des esprits qui veulent se venger des vivants, en les déchiquetant la plupart du temps, tout simplement, ou Audition, qui est plutôt un film... sur une maboule, tout simplement, sur
sur une fille qui a beaucoup souffert et qui veut faire beaucoup souffrir. Audition est vraiment pas mal, c'est un film très très lent, qui a un final assez insoutenable, donc une valeur sûre pour ceux qui l'ont pas vu. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu inégales. D'ailleurs, chez Takashi Shimizu, d'ailleurs, il y a des choses assez inégales, puisque, bon, enfin, c'est mon avis, même Marebito, par exemple, n'est pas extraordinaire. J'ai vu récemment Inunaki, c'est aussi pour ça que j'en parle, parce qu'Inunaki, c'est le dernier de Takashi Shimizu, donc, qui est donc le réal des Grudge, hein, des Ju-On. Et bon, franchement, c'est pas incroyable, hein. Inunaki, ça reprend la légende urbaine du village d'Inunaki, qui est un village disparu au Japon, qui a été submergé suite à la construction d'un barrage. Et donc ça trace autour toute une histoire de hantise, encore une fois, mais bon voilà, c'est pas incroyable finalement. Et ce que j'ai trouvé de plus intéressant récemment, c'est des choses plus expérimentales, j'ai l'impression, comme Tag. Donc Tag, c'est un film qui est adapté d'un roman qui s'appelle, le roman s'appelle Real Onigoko, et je crois que le film en fait a le même nom. C'est de Sono Sion, ou Shion d'ailleurs, je crois que c'est Sion. En tout cas, je l'ai vu marqué comme ça. C'est un film horrifique, mais vraiment très très différent. C'est un film horrifique féministe, complètement, totalement barré. En fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui échappe de justesse à des morts horribles. Alors, c'est des morts qui sont soit provoquées par des phénomènes naturels, comme une sorte de vent qui coupe les gens en deux, oui, tout simplement, soit par des profs qui pètent un câble et mitraillent tout le monde. En tout cas, elle est condamnée à voir et à revoir ses amis se faire découper ou mitrailler, et ça en passant par diverses incarnations. Donc elle a divers corps et diverses situations, un mariage, elle peut être une athlète, et donc elle a plusieurs situations, de femmes différentes, avec voilà, plusieurs époques de la vie. Et oui, ça ressemble beaucoup à du cinéma d'exploitation, avec moult plans culottes, hein, c'est burlesque, c'est punk. Et en fait, c'est parfaitement cohérent avec son propos réel, qui est donc un propos féministe, hein, et un final nihiliste un peu désespérant, qui revient sur l'objectisation, justement, de la femme au Japon, et c'est assez intéressant, même si c'est très expérimental. C'est pas évident non plus, forcément, d'ailleurs, de trouver le... Enfin, c'est un film relativement moyen, mais je trouve qu'il est quand même intéressant à voir. Il est pas très facile à trouver, très honnêtement, Tag. En tout cas sur internet, sur les plateformes de VOD, c'est pas évident. Donc vous pouvez quand même essayer de le trouver en vidéo. Bon, voilà, je vous dis pas où ni comment, débrouillez-vous, mais c'est vrai que c'est pas complètement pas évident. Plus faussement expérimental aussi, mais beaucoup plus facile à trouver, il y a Ne coupez pas. Alors ça par contre, donc Ne coupez pas, c'est le titre original, c'est One Cut of the Dead. C'est une petite pépite, je trouve, de Shinichiro Ueda. Alors c'est un film de zombies, sur un tournage de film de zombies. Mais dans ce tournage de film de zombies, pendant ce tournage, il y a des vrais zombies qui arrivent. Voilà. Et dans lequel le réalisateur, d'ailleurs, qui est endetté jusqu'aux amygdales, finalement a la chance de sa vie, puisque lui, il peut filmer le meilleur film de zombies du monde, évidemment. Enfin, la chance, à moins qu'il soit pour quelque chose, ce réalisateur. Hein. En tout cas, il va tout filmer. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un jeu d'acteur crédible de nos jours ? Bon, c'est ça, ou alors ce total délire méta. Alors c'est difficile, hein, parce que je peux pas vraiment vous en parler sans spoiler. Le film possède une deuxième partie qui est absolument... tout est vraiment super en fait dans ce film, parce que c'est... One Cut of the Dead est un faux film de zombies, mais c'est une vraie très bonne comédie que je recommande chaudement. C'est un coup de cœur battant et sanguinolent, mais c'est un vrai coup de cœur, parce que voilà, le film est en deux parties, et voilà, il est extrêmement méta. Enfin, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon, évidemment, ça gâcherait une partie de la surprise. Et je trouve que c'est une vraie petite réussite. Là encore, un film tourné avec des bouts de ficelle, hein, vraiment, des acteurs pas du tout connus, très très peu de budget, mais qui réussit à renouveler le genre, et c'est une mise en abîme qui est vraiment super marrante à voir. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus simple à trouver, puisqu'en fait, c'est disponible en VOD sur OCS. C'est facile à trouver en DVD aussi, je pense, c'est assez simple, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez... Mais bon, c'est pas un vrai film de zombies, c'est pas un vrai film qui fait peur, ou pas vraiment, donc c'est un petit peu difficile, c'est peut-être une sorte de tricherie de vous en parler dans cet épisode-là. Bon, après, si vous voulez des vrais zombies, évidemment, c'est un truc d'Halloween, hein, pourquoi pas, effectivement, c'est pas difficile à trouver non plus. D'ailleurs, justement, j'ai récemment vu Peninsula,
qui est un film coréen de Yong Sang-ho, et qui est une suite à Seoul Station et Dernier train pour Busan. Donc c'est une trilogie, c'est probablement Busan d'ailleurs qu'on prononce, hein, c'est une ville en Corée. Et donc oui, c'est une sorte de trilogie, si on peut dire, qui se rapproche un peu d'un Walking Dead à la coréenne, hein, puisque les zombies ne sont... les zombies sont certainement une menace, évidemment, ils sont dangereux, mais les humains et la société qui les a engendrés sont pas moins dangereux et effrayants. Donc on est dans des zombies qui sont des zombies rapides, voilà, c'est des zombies excités, pas des zombies à la Walking Dead, pas trop de zombies à la Walking Dead, c'est plutôt des zombies qui courent partout et qui sont extrêmement toniques, voilà, on va dire. Et donc Seoul Station et Dernier train pour Busan, qui sont sortis en 2016, sont vraiment connus, hein. Enfin, là j'en parle ici, mais ils n'ont pas besoin de moi, bien entendu. Hein. Donc le premier, c'est un film d'animation, donc on y suit un père qui recherche sa fille qui a fugué, et qui est devenue prostituée à Séoul, donc bonne ambiance, hein, évidemment. Et donc, pendant ces trucs-là, en fait, cette espèce de petite recherche, il y a ce qui ressemble à une émeute, et qui se révèle être une apocalypse zombie, évidemment. Bon, donc là, on va avoir évidemment divers personnages, donc elle, son père, mais aussi son petit ami, et puis évidemment elle va essayer de se sauver, de fuir, et donc elle va rencontrer plein de gens, et le portrait qui est fait de la société coréenne dans le film est loin d'être flatteuse. Hein. On y voit une société vraiment sans merci, qui est extrêmement difficile, avec des classes sociales qui sont vraiment étanches. Enfin, c'est très très violent, en fait, mais c'est d'une violence qui n'est pas du tout graphique. En réalité, la violence graphique des zombies, elle est secondaire, et c'est la violence de la société coréenne qui est la plus choquante, en fait, dans ce film. Donc c'est un vrai film, c'est un vrai long métrage, hein, et donc, oui, c'est vraiment un film que je recommande pour ça. Et bon, après, Dernier train pour Busan se passe directement après Seoul Station. Par contre, c'est pas vraiment la suite, dans le sens où on n'a pas les mêmes personnages ni rien, hein, c'est dans le même univers, donc ça c'est la suite, mais on ne suit pas les mêmes persos. Donc le Dernier train pour Busan, c'est très certainement le meilleur film de zombies du monde qui se passe dans un TGV. Parce que, oui, c'est un père et sa fille, oui, encore un père et sa fille, mais c'est pas les mêmes, donc, qui embarquent dans un KTX Séoul-Busan. Alors, un KTX, c'est les Korean Train Express. Et en fait, les Korean Train Express, c'est le film. Alors, il y en a deux versions en réalité, c'est pour ça que c'est la version 1, la version 1 qui est dans le film. Elle est absolument identique à un TGV français. Et donc, ça tombe vraiment très bien, hein, puisque c'est un contexte familier, bien entendu. Et donc, dans ce KTX, première version, il monte donc un père et sa fille, mais aussi une fille malade, infectée, donc affectée par le zombie outbreak qu'on a vu dans Seoul Station. Et évidemment, il va se passer ce à quoi vous vous attendez, bien entendu. Et donc on a un contexte familier, un endroit confiné avec des zombies, évidemment des gens qui perdent pied, hein, et ça marche vraiment très bien. En fait, ça renouvelle complètement l'imagerie aussi, hein, du film de zombies, qui évidemment, il y en a tellement eu que ça tourne quand même pas mal en rond. Et Dernier train pour Busan, c'est vrai que c'est un film qui, là encore, hein, met pas mal en lumière aussi évidemment toujours le côté un peu social, mais qui a aussi une véritable dynamique originale, et voilà, qui a énormément plu. Enfin, ça a eu un énorme succès, Dernier train pour Busan. C'est un film bien oppressant, d'ailleurs, comme on aime. Et ça, c'est à voir sur Netflix. Alors, entre autres, là encore, hein, c'est très très facile à trouver. Et on en arrive finalement à Peninsula, donc Peninsula qui est un film actuellement au cinéma, donc du même réalisateur, hein, c'est un film qui se passe après Le Dernier train pour Busan, 4 ans après pour être précis, et il est très différent. Alors, il divise beaucoup. Moi perso, j'ai pas détesté, hein. Je dirais même que j'ai bien aimé en fait, hein, tout simplement, même si je comprends qu'on puisse être déçu de la direction que ça prend, puisqu'on est dans un contexte qui est du coup post-apocalyptique, et qui lorgne carrément vers un mélange Mad Max, Walking Dead quand même, hein. Donc évidemment, c'est des grosses références, hein. C'est difficile de se comparer à des trucs comme des monuments, comme la série Mad Max et Walking Dead, hein, et voilà, évidemment, si on les compare à Mad Max, par exemple, c'est pas vraiment au niveau, mais faut voir aussi que le film n'a pas les moyens de Fury Road, hein, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. Le film a 16 millions de budget, 16 millions de dollars de budget, et il dure 2 heures, hein, donc il dure pas non plus les 10 saisons de Walking Dead, donc il faut faire avec, quelque part, et donc, moi, personnellement, je lui pardonne pas mal de trucs.
Certains trouveront que c'est abusé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que ça raconte, hein? On a un militaire et son beau-frère, donc ils sont miraculés, des Coréens, ils sont coréens tous les deux, ils sont miraculés parce qu'en fait ils ont réussi au début du film, hein, je vous spoil très très peu, au début du film, ils réussissent à prendre un bateau pour se fuir tout simplement la Corée, et ce bateau évidemment finit par être attaqué par des zombies, tout ça, mais bon, apparemment ça réussit à être contenu. Évidemment des gens meurent, évidemment des proches des héros meurent, et voilà, il y a une forme de culpabilité forcément d'être le survivant. Bon, évidemment, c'est assez classique. En tous les cas, ils sont réfugiés à Hong Kong. Et voilà, comme très souvent dans ce genre de cas, ce sont des réfugiés de seconde zone, en fait, même de troisième zone, puisque un petit peu à l'image des réfugiés d'Hiroshima ou de ceux de Tchernobyl ou de Fukushima. Voilà, on a toujours peur que ces réfugiés-là soient dangereux, qu'ils soient porteurs de la maladie, du virus. Puisque c'est un virus, hein, ça y est, en fait. Bon, maintenant on sait que c'est un virus qui s'est échappé d'une usine, en tout cas d'un laboratoire coréen quelque part. Mais on ne s'étend pas dessus, en fait, c'est pas du tout le propos du film. Enfin voilà, quoi, c'est des zombies un petit peu comme d'habitude. Et donc, ils sont donc à Hong Kong, et après que le pays, après que la Corée ait tout simplement cessé d'exister, hein, suite à l'attaque zombie des précédents films. Et d'ailleurs, maintenant, on dit juste la péninsule. Alors, c'est la péninsule évidemment, donc il y a des zombies, il n'y a plus personne vraiment, mais c'est pas parce qu'il y a des zombies et que c'est hyper dangereux qu'il n'y a pas du fric à se faire. Parce qu'évidemment, il reste de l'argent là-bas. Il y a encore de l'argent, du liquide évidemment, dans les banques, un petit peu partout, dans les magasins, puis il y a des ressources, il y a des trucs à voler, il y a des appareils, il y a du pétrole, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Le pays s'est arrêté du jour au lendemain, donc forcément, il y a énormément de trucs à voler, et il y a des contrebandiers qui sont téméraires ou complètement désespérés, ou juste ma boule, qui y vont de nuit par bateau en soudoyant les gardes-côtes. Bon, sauf qu'évidemment, ça se passe pas toujours comme prévu, c'est un petit peu risqué, et la pègre locale a perdu un camion rempli de bifetons, pas très loin du port, mais bon, il faut quand même aller le chercher, même si c'est qu'à 15 minutes du port, il faut quand même aller plusieurs kilomètres, une bonne dizaine de kilomètres, s'enfoncer dans une ville qui est infestée de zombies, donc c'est pas évident. Et bon, on propose le boulot au beau-frère, donc, du héros, puisque oui, bon, clairement, il y a un héros, hein, voilà, un héros beau gosse, et donc, évidemment, on lui propose au beauf, mais pas seulement, hein, et donc, une espèce de petite équipe comme ça qui se met en place, et puis bonne patte, et puis rongé aussi par la dépression, et une forme de culpabilité multiple, son pote militaire donc l'accompagne, dans ce qui ressemble étrangement à un attrape-con, hein, quand même, pour suicidaire. Et là-bas, ils vont découvrir que, en fait, il y a des survivants, et oui, et qu'il y en a plein, en fait, et qu'ils ont chacun des manières bien à eux de gérer le mode post-apo. Et on se retrouve dans un film qui est un film d'action, tout bonnement, hein, c'est vraiment un film d'action, les zombies sont là pour la tension générale, ils sont là pour se faire cartonner la mitrailleuse, et au 4x4, voilà, tuner façon Mad Max. Donc on y retrouve des poursuites en voiture sympas, des fusillades, on y retrouve alors des poursuites en bagnole en 3D, sympa, avec beaucoup de zombies en 3D. Certains souligneront que effectivement, c'est un peu à la World War Z, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de zombies. C'est fait, bon, c'est dans la nuit, hein, c'est tout le film entièrement nocturne, ça limite un peu les dégâts, mais honnêtement, c'est vrai que c'est pas un budget énorme et que ça se voit un peu et que c'est dommage. Après, je pense qu'on a le droit de faire des films de zombies à moins de 100 millions de dollars, quoi. Donc, c'est un film de zombies à moins de 100 millions de dollars avec beaucoup de zombies. Bon, est-ce que c'est... voilà. Après, il y a aussi le problème, si on veut, des bons sentiments, puisque c'est vrai que c'est... comme j'ai dit, c'est façon Mad Max, donc on est vraiment quand même en terrain connu. Il y a des bons sentiments, il y a la rédemption du héros finalement, qui aboutit à la fin du film et qui détonne, c'est vrai, avec l'ensemble du cycle. C'est un film qui est pas déplaisant, moi j'ai trouvé quand même avec des persos attachants, ou détestables, mais enfin en tout cas des persos, voilà. Mais l'histoire est beaucoup plus hollywoodienne. Entre guillemets, hollywoodienne si on veut. Donc il faut savoir... Je pense que c'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus indispensable. Donc, par souci de complétude, évidemment, je voulais clore la série, donc je l'ai vu, mais bon, voilà, je sais pas si c'est... clore la série. En fait, je sais pas du tout si c'est le dernier, puisque le film a eu un très gros succès au box-office en Corée. La critique ailleurs, aux États-Unis et en France, en l'occurrence, elles sont quand même vraiment beaucoup plus mitigées. Bon, c'est à vous de voir, très honnêtement. Alors, si vous voulez plus de fraîcheur, évidemment, il vous reste... Ne coupez pas, oui, je sais, je me répète, enfin bon, je dis ça, je dis rien.
Voilà. Donc c'est une petite sélection comme ça qui est... alors évidemment, hein, c'est une sélection qui est très personnelle, qui est absolument pas exhaustive d'aucune manière, et qui se concentre sur le cinéma, hein, bien entendu. Il y aurait pu y avoir encore 10 autres épisodes comme ça si on s'était intéressé aux séries, si on s'était intéressé aux animés, ou aux mangas, bien entendu, les mangas d'horreur étant... il y aura de quoi faire, je pense, un podcast uniquement sur les mangas d'horreur japonais, et sur les comics, et sur tout ce que vous voulez. Bon, je pense que je parlerai d'ailleurs très probablement de Junji Ito, hein, mon petit préféré, mon petit auteur préféré en ce qui concerne l'horreur en manga. Mais bon, ça sera pour une autre fois, je pense, parce que ce sera plus sympa d'en parler avec d'autres gens. Donc, je pense que je vais rendre l'antenne, hein, pour utiliser une expression on ne peut moins adaptée au podcast, surtout un podcast solo qui du coup ne doit rien à personne. Et oui, absolument, puisque je suis là et je peux rester pendant des heures et des heures et des heures comme ça, je pourrais parler encore et encore, mais je ne vais pas le faire. Donc je vous remercie de votre écoute, je suis Guillaume Podgespala, vous pouvez me retrouver sur Tech Café toutes les semaines. Donc c'est un podcast Tech Café qui est un podcast de technologie où on parle donc de tech, d'actu tech, voilà, avec encore un petit peu critique comme ça, avec Guillaume Vendée qui le host, et n'hésitez pas à nous retrouver sur Tech Café, puisque voilà, vous l'avez compris, c'est Paraculte, c'est aussi le podcast de l'équipe de Tech Café. Moi-même, Guillaume Podgespala, vous me retrouvez donc sur Tech Café la plupart du temps, mais aussi souvent ici, hein, comme vous l'avez bien entendu, sur Paraculte. N'hésitez pas à noter le podcast ou à laisser des commentaires sur le site de paraculte.fr. N'hésitez pas à laisser des étoiles, c'est très important pour nous évidemment. Ça fait surtout beaucoup de bien de voir les commentaires et de voir les bonnes notes. Hein. Ça fait toujours énormément plaisir. Au-delà, bien entendu, de forcément favoriser la visibilité du podcast. En tous les cas, merci beaucoup encore une fois. Bonne séance et donc à une prochaine dans Paraculte. Ciao. When we come to see